Avec nous, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, d'avril 2014 à janvier 2015. Rencontre. Moussa Mara, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui a conduit le Mali à cette période de transition? Le président Ibeka a démissionné le 18 août dernier et avant de démissionner, il a dissous le Parlement et il a dissous son gouvernement. Donc, ce qui faisait place nette sur le plan institutionnel, nécessitant de construire un ordre institutionnel nécessaire pour conduire le pays dans cette période. C'est ce qui a ouvert la nécessité de la transition, que les forces vives se retrouvent. Les militaires aussi qui ont agi le 18 août, leur action ayant entraîné le départ du président Ibeka, il a fallu aussi les prendre en compte. Et donc c'est à ce titre-là que la transition a été ouverte avec un président de transition, son vice-président, et tout ça dans un cadre où la charte de transition sert un peu de constitution dans cette période, en plus de la constitution de 1992. L'ex-président Ibeka est-il le symbole d'une classe politique qui n'a pas réussi à rassembler les Maliens? Je pense non seulement qu'il n'a pas réussi à rassembler les Maliens, mais surtout qu'il n'a pas réussi à satisfaire les attentes des Maliens. Le président Ibeka a été élu en 2013 avec un fort soutien populaire. On n'a jamais eu un président élu dans des conditions aussi favorables et avec vraiment une volonté populaire forte pour qu'il puisse diriger le pays dans cette période difficile. Il a fait quelques promesses et malheureusement, les réalisations n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Donc il a eu une forte défiance populaire. Et maintenant, la crise économique, la crise sociale et aussi les élections législatives de cette année qui se sont mal passées en termes d'intervention de la Cour constitutionnelle, tout cela a formé un cocktail explosif qui a fini par emporter le président. Le choix du président de transition, l'ancien colonel Bandao, du vice-président et chef de la junte militaire, Assimi Goïta, et du premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, sont-ils d'après vous assez neutres pour conduire cette transition de 18 mois? Bandao est un ancien militaire. Bandao, je le connais comme un homme droit, honnête. Il a été mon ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense en 2014, quand moi-même j'étais Premier ministre. Et pendant la courte période où nous avons collaboré, il s'est montré à la hauteur des attentes en termes de droiture et de défense des intérêts de notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de douter de sa forte volonté à conduire le processus à bon port. Il a d'ailleurs dit dans son discours inaugural qui a été fort apprécié au Mali en termes d'engagement et de volonté de conduire notre pays dans les meilleurs auspices possibles. Son adjoint, colonel Assimi Goïta, c'est lui qui dirige le Comité national de salut du peuple qui a conduit l'action du 18 août. Donc ça aussi, c'est une caution de présence des forces armées et de sécurité aux côtés de la direction de la transition. Le Premier ministre Mokhtar Ouane a un profil qui complète un peu celui des deux autres, puisque lui, c'est un diplomate de carrière. Il a été ambassadeur, il a été conseiller de chef d'État, il a été ministre des Affaires étrangères. Et donc, en termes de relations avec l'extérieur, je pense que son profil sera utile, puisque la période de transition est une période mouvementée et une période d'exception. Beaucoup de partenaires sont un peu réticents à travailler avec le Mali dans ces conditions. Lui, son profil sera utile par rapport à ça. Et puis, la connaissance qu'il a de l'administration et du pays, et aussi, je dirais, sa capacité à arrondir les angles, à faire consensus, seront aussi nécessaires pour compléter le profil des deux autres qui sont plutôt des militaires, c'est-à-dire droits dans leurs bottes. Je pense que le casting peut nous aider, mais nous autres aussi, forces politiques, société civile, nous devons jouer notre partition pour que la transition soit stable et qu'elle puisse s'atteler aux dossiers les plus importants, afin que le pays connaisse des lendemains constitutionnels. La junte a donné de nouveaux gages à l'organisation ouest-africaine. La charte de transition a été rendue publique et les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes du 18 août, sont limitées. Pensez-vous qu'ils ont fait ce qu'il fallait? Il reste toujours la petite inconnue de la dissolution de la junte, c'est-à-dire le Comité national pour le salut du peuple, qui doit être dissous dès lors que les autorités de transition sont établies. Je pense que cette question devra être réglée dans les jours à venir. Non seulement les sanctions seront levées, mais je pense, et j'estime que la CEDEAO doit toujours accompagner le Mali et derrière la CEDEAO, toute la communauté internationale,
Parce que cette période est une période compliquée. Nous sommes dans une crise économique. Pour l'instant, on parle beaucoup de politique, donc on ne parle pas encore d'économie, on ne parle pas suffisamment d'économie, mais les moyens sont limités. Les moyens pour la relance économique. La crise du coronavirus a entamé sérieusement nos finances publiques. Je me rappelle que le gouvernement précédent de Ibeka était déjà devant l'Assemblée pour revoir le budget de 2020 en conséquence, et le gouvernement de transition sera obligé d'aller dans ce sens. Nous avons aussi évidemment depuis 3 mois la crise sociopolitique qui a perturbé les circuits économiques, et nous avons des perspectives qui ne sont pas forcément heureuses en ce qui concerne le secteur du coton, qui est le secteur structurant de la vie rurale de notre pays. Donc les lendemains économiques ne seront pas positifs. Il y a également un problème en ce moment autour des élections du patronat, liées au patronat. Bon, vous avez ça aussi, c'est venu s'ajouter malheureusement la semaine dernière, où maintenant nous avons affaire peut-être à deux bureaux du patronat. Il y a un bureau, Djadje Sankaré et son équipe, qui se disent élus il y a une semaine. Il y a le bureau sortant conduit par Mamadou Sissin Koulibaly qui disent qu'il n'y a pas eu d'élection et donc il faut une nouvelle élection. Là aussi, on entre dans ce imbroglio et évidemment le monde des affaires sera impacté par ça. Donc les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Nous aurons besoin, outre de l'implication des Maliens, nous aurons besoin aussi de la sollicitude de la communauté internationale. Moussa Mara, vous n'étiez pas favorable à la démission selon les uns et coup d'état de la junte selon les autres de l'ancien président Ibeka. Pourquoi? Et pourquoi ne jamais avoir rallié le M5, le mouvement du 5 juin? Ben voilà, les deux questions en fait, c'est une seule question, parce que c'est parce que nous n'étions pas favorables à la démission de Ibeka que nous n'avons pas rallié le M5. Nous n'étions pas favorables à la démission de Ibeka simplement parce que nous sommes républicains. Nous étions conscients, nous étions dans l'opposition, et je dirais même l'opposition radicale à l'Assemblée nationale, puisque nous étions, avec mon parti Yelema, nous étions 3 députés du changement, et nous nous battions pied à pied contre tous les projets négatifs du gouvernement. Et je ne me privais pas de publier dans la presse, de faire des activités de communication contre la gouvernance du président Ibeka, et cela depuis 2 ans. En 2018, je me suis battu corps et âme pour que Ibeka ne soit pas réélu, mais il a été réélu. Donc nous estimons que si quelqu'un est doté d'un mandat de 5 ans, il doit faire ce mandat de 5 ans. C'est cela la démocratie. Si nous demandons toujours la démission des autorités que nous élisons, nous risquons de connaître une période d'instabilité sans fin. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas souhaité que le président démissionne, et c'est donc la raison pour laquelle nous n'avons pas rejoint les M5, bien que partageant l'essentiel des soucis du M5 en termes de mauvaise gouvernance, de situation du pays qui n'allait pas bien, d'insécurité rampante et d'autres domaines dans lesquels il y avait un échec patent de l'équipe du président Ibeka. Puisque vous parlez de démocratie, je suis obligée de vous poser la question de cette démocratie en crise en Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous des candidatures à un 3e mandat des présidents de Guinée et de Côte d'Ivoire qui, au lieu de s'inspirer de leurs voisins sénégalais, ghanéens et même sierra-léonais, semblent davantage imiter le Cameroun ou le Congo-Brazzaville? Je n'ai pas pour habitude de commenter les réalité d'autres pays. J'estime que les pays ont leurs réalités qui leur sont propres. Cela étant dit, l'alternance, pour moi, est substantielle de la démocratie. Et moi, je ne milite pas seulement qu'on limite le mandat des présidents. Moi, je veux qu'on limite le mandat même des députés, des maires, les mandats à la tête des partis politiques, les mandats à la tête des syndicats, pour que au lieu de nos États, que ce soit nos sociétés qui soient des sociétés d'alternance. Je pense que c'est à ces conditions que l'alternance s'imposera de bas en haut dans nos pays et qu'il sera impensable demain et après-demain qu'un président puisse penser faire 3 mandats, voire plus. Chez nous, au Mali, grâce à Dieu, jusqu'à présent, les présidents ont fait un maximum de 2 mandats. Certains, on voit même leur mandat abrégé, comme on le voit avec Ibeka. Nous, on n'en est pas là. Mais il serait souhaitable que nous évoluions tous ensemble dans ce cadre et que la CEDEAO, pourquoi pas demain ou après-demain, inscrive dans ses textes de soutien à la bonne gouvernance et à la démocratie le fait qu'il y ait de l'alternance et que les mandats soient limités à 2. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, s'est déjà d'ailleurs exprimé au sein de la dernière rencontre. Je crois qu'il a raison, et lui, il préfigure un peu cette nouvelle génération de chefs d'État. Il n'a pas encore 50 ans. C'est le cas de George Weah au Libéria ou de Madabio en Sierra Leone.
C'est bon qu'en Afrique, il y ait de la respiration démocratique, que nous ayons des chefs d'État de plus en plus jeunes parce que les populations sont très jeunes. Et sans alternance, cela est difficile. Vous êtes un homme d'État. Quelle est votre vision? Que faut-il pour sécuriser le Mali et puis le Sahel? Je pense qu'il faut d'abord que nous ayons un leadership qui rassure, c'est-à-dire un leadership qui soit exemplaire dans son approche du pouvoir, honnête avant d'arriver au pouvoir et honnête avec des preuves irréfutables d'honnêteté. Et une fois arrivé au pouvoir, véridique et transparent. Parce que plus que toute autre chose, le fossé aujourd'hui qui sépare les leaders des populations, c'est peut-être la menace la plus grave contre notre pays et contre nos pays de manière générale. Il faut restaurer la confiance. Une fois qu'on restaure la confiance, nous pouvons avec le peuple ensemble nous projeter. Mais s'il n'y a pas de confiance, nous allons nous projeter tout seuls et on n'ira nulle part. Nous, c'est vraiment notre ambition forte. Moi, dans toute ma démarche politique, je dis qu'il faut restaurer la confiance. Il faut que la population ait de nouveau foi en l'avenir et qu'elle se dise « Ah, avec ce type de leader, nous pensons que nous pourrons faire un chemin ensemble. » Après, il faut de la vision. Justement, vous parlez de vision, c'est que vous avez certainement pour ambition de devenir un jour président de la République du Mali. Inch'Allah. Inch'Allah, et on se battra pour ça. Une question internationale, la France a-t-elle encore sa place au Mali? La France a toute sa place au Mali, comme les autres pays d'ailleurs. Hein. Après tant d'années d'insécurité, après un plan Barkhane, un plan Serval? La France joue un rôle important. La force Barkhane aujourd'hui, Serval avant, joue un rôle important. Mais la force armée seulement ne suffit pas pour faire face au terrorisme qui se nourrit de pauvreté, qui se nourrit d'injustice, qui se nourrit de tout ce qui est mauvais fonctionnement étatique au quotidien qui font que des jeunes, tous les jours, viennent grossir les rangs des terroristes. Vous avez beau en tuer 10, 20, vous en aurez 100 ou 200 le lendemain. Donc, il faut d'autres types d'actions. Il faut la force armée, certes, mais il faut aussi un État qui occupe le terrain, un État qui rend la justice équitablement, qui fournit les services d'eau, d'électricité, les services d'éducation, de santé, dans des conditions équitables et accessibles. Je pense que c'est ça aussi qui restaure la confiance avec la population et qui va nous aider. Voilà, et qui va nous aider à nous projeter davantage dans le futur. Santé, éducation, emploi, sécurité, justice, aucun secteur n'est épargné. Il ne faut pas faire l'autruche. Les citoyens et les opérateurs économiques paient des pots de vin parce qu'ils y sont forcés. Ils n'ont souvent pas le choix. Cela montre que le système est infesté par la corruption et que les citoyens s'y sont habitués. Voilà les mots que Moumouni Guindo affirmait. Qu'en pensez-vous? Il a tout à fait raison. Il a d'autant plus raison que lui, il a vécu à différents niveaux. Le président de l'Office national les réalités dans notre pays. Avant cela, il a été magistrat et ensuite il a été vérificateur. Et donc aujourd'hui, il est en charge de la question de l'Office de lutte contre l'enrichissement illicite. Le diagnostic, nous le partageons. Maintenant, ce sont les solutions. Les solutions nécessitent pour moi des leaders, des top leaders eux-mêmes, exempts de tout reproche, totalement blancs. Ensuite, des systèmes de lutte qui allient les nouvelles technologies, simplification de l'administration et efficacité de la justice, mais aussi un soutien aux lanceurs d'alerte. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir des preuves contre les corrompus et les corrupteurs? Parce qu'évidemment, ils ont toujours un temps de plus d'avance que la justice. Faisons en sorte que parmi eux-mêmes, qu'il y ait des personnes et des acteurs qui se soient suffisamment motivés pour se retrouver du bon côté, qui les dénoncent et qui nous amènent des preuves. Si on protège et on soutient les lanceurs d'alerte, je pense qu'on fera œuvre utile. Ça fait partie des réformes à apporter à notre système judiciaire. Moussa Mara, vous demain au pouvoir, vous apporterez cette transparence gouvernementale? Fini la corruption? J'ai eu la chance d'être maire, d'avoir été maire, député, ministre et premier ministre, et tout cela à 45 ans aujourd'hui. Et partout où je suis passé, je me suis caractérisé par la transparence, par la lutte contre la corruption avec des résultats importants. Et donc j'ai suffisamment de gages pour vous dire que moi, à d'autres responsabilités supérieures, ce serait aussi la preuve que la lutte contre la corruption sera une réalité et avec efficacité. Et c'est déjà la fin de l'interview 54 États. Vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Merci, et vous, chers plaisir. internautes, nous nous retrouvons sur 54états.fr et l'ensemble de nos réseaux sociaux.